On a tous déjà vécu ce moment, non? Un fou rire qui part dans une pièce et qui contamine tout le monde. Ou alors, devant un film, on sent la gorge qui serre, les larmes qui montent. Alors qu'on sait pertinemment que tout est faux. Exactement. Ou ce truc, un peu bizarre, où on se surprend à imiter les gestes, les tics de la personne avec qui on parle. On devient de vraies éponges en fait. Voilà. Et la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Eh bien, la réponse, elle est fascinante et elle tient en deux mots. Neurones miroirs. Les plus concrètes. Pour ça, on a pioché dans des sources très variées. Ça va d'un article de blog grand public à une présentation scientifique très pointue, en passant par une réflexion sur l'éducation et même une grosse étude sur la rééducation post-AVC. Notre mission, du coup, c'est de décortiquer tout ça. Comprendre ce que sont ces neurones, comment ils nous connectent les uns aux autres, et pourquoi c'est une petite révolution. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer simple, une de nos sources, le blog Optoys, donne une définition très claire. Les neurones miroirs, ce sont des cellules du cerveau qui s'activent de la même façon quand on fait une action et quand on regarde quelqu'un d'autre faire cette même action. C'est vraiment le cœur du concept. C'est ça. Observer un geste, c'est déjà le simuler dans sa tête. Voir quelqu'un attraper une tasse de café, ça allume chez nous les mêmes neurones que si on attrapait la tasse nous-mêmes. C'est fou. C'est une excellente porte d'entrée. Et pour la petite histoire, cette découverte a été faite par une équipe italienne dirigée par le neurophysiologiste Giacomo Rizzolatti. Au départ, ils étudiaient le cerveau de singes macaques. Ils sont tombés sur ces neurones un peu par hasard, dans une zone précise du cortex prémoteur qu'on appelle l'aire F5. Et le mécanisme, ils l'ont appelé comment? Ils ont parlé de résonance. C'est une très belle image. C'est comme si le cerveau de l'observateur se mettait à vibrer en phase avec celui de l'acteur. Il reflète l'action. D'accord. Ça, c'est chez le singe, où on peut implanter des électrodes et observer un neurone à la fois. Mais chez nous, les humains, comment on peut être sûr que ça existe? C'est une supposition. Non, pas du tout. Les preuves sont indirectes, bien sûr, mais elles sont vraiment solides. Pour des raisons éthiques évidentes, on ne peut pas mettre des électrodes comme ça dans le cerveau des gens. Alors on utilise des techniques d'imagerie. La plus connue, c'est l'IRM fonctionnel, l'IRMF. Ah oui, le grand tunnel où on voit le cerveau en couleur. C'est ça. Elle ne voit pas les neurones un par un, mais elle nous montre quelle zone du cerveau s'active en mesurant l'afflux de sang. Le sang qui arrive, c'est le signal que la zone travaille. Voilà. Et on a clairement vu que nos zones motrices s'activent quand on observe un mouvement. Et ce n'est pas la seule technique, on en a d'autres. Toutes convergent vers ce phénomène de coactivation. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est comme si les mêmes petites lumières s'allumaient dans le cerveau de deux personnes en même temps. L'une agit, l'autre regarde. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose de très similaire se produit. Et cette simulation, j'imagine que c'est le fondement de tout notre apprentissage, non? C'est comme ça qu'un enfant apprend à manger, à parler, en imitant. Mais une de nos sources, la lettre Éducation authentique, apporte une nuance que je trouve géniale. Elle dit qu'imiter, ce n'est pas juste photocopier un comportement. C'est plus subtil que ça. Oui, c'est décrit comme une recréation, une autoproduction. Il y a même une citation de Xavier de Maistre qui dit « Une bonne imitation est une nouvelle invention. On ne fait pas que copier, on s'approprie le geste. » C'est une très belle façon de voir les choses. Et la science, en fait, nous explique pourquoi on ne copie pas tout aveuglement. Il y a un filtre. La lettre sur l'éducation dit qu'on imite ce qui nous semble générateur de survie et de confort. Et les neurosciences confirment ça avec une condition essentielle. Pour que le système miroir s'active vraiment et permette l'apprentissage, il faut que l'acte moteur qu'on observe soit déjà présent, au moins à l'état d'ébauche, dans notre répertoire moteur. Attends, ça me perturbe un peu. Ça veut dire que je pourrais regarder un champion de tennis jouer pendant des heures et des heures, mais si je n'ai jamais touché une raquette de ma vie, mon cerveau n'en tire quasiment rien sur le plan moteur. C'est exactement ça. Votre cerveau va analyser la beauté du geste, la tactique, mais il ne simulera pas l'action motrice de la même façon qu'un autre joueur. Il y a 2 expériences citées dans nos sources qui sont parfaites pour illustrer ça. La première est assez amusante. On montre à des gens des vidéos d'un humain, d'un singe et d'un chien en train de mordre une pomme. D'accord. Dans les 3 cas, le système miroir des observateurs s'active. Pourquoi? Parce que l'action de mordre fait partie de notre répertoire moteur à nous. Mais ensuite, on leur montre une vidéo d'un chien qui aboie. Et là, j'imagine que rien ne se passe. Rien, le système miroir reste silencieux, parce qu'aboyer, ça ne fait pas partie de notre répertoire. On n'est pas câblé pour ça. L'autre expérience est encore plus fine. Elle a été faite avec des danseurs et danseuses de ballet professionnels. On leur a fait observer des pas de danse. Qu'ils connaissent par cœur, donc. Oui, qu'ils voient tous les jours.
Eh bien, leurs neurones miroirs s'activaient beaucoup plus fort quand ils regardaient un danseur de leur propre sexe exécuter des mouvements qu'ils avaient eux-mêmes pratiqués des milliers de fois, que lorsqu'ils voyaient les pas de leurs partenaires qu'ils connaissent pourtant parfaitement, visuellement. Ah, donc la clé, ce n'est pas la familiarité visuelle, c'est la pratique motrice, c'est le fait de l'avoir fait soi-même. C'est ça, la conclusion choc de la présentation scientifique est « il faut voir et agir ». L'un sans l'autre, ça ne suffit pas pour un apprentissage moteur efficace. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce système ne décode pas seulement le comment d'une action, il décode aussi le pourquoi. Il code l'intention. Une des études fondatrices a montré que les neurones miroirs d'un singe ne réagissent pas de la même manière si un scientifique saisit une cacahuète pour la manger ou pour la placer dans une boîte. Pourtant, le geste de la main est identique. Le geste est le même, mais l'intention derrière est différente. Et le cerveau du singe, lui, y fait la différence. C'est complètement fou. Le cerveau n'est pas juste un spectateur passif, c'est un détective. Il anticipe la suite, il devine le but. Absolument. Et une expérience sur les humains le prouve de manière très élégante. On a montré des mini-films aux participants. Premier film, une table bien mise pour le thé, tout est propre. Une main entre dans le champ et saisit une tasse. Deuxième film, la même table mais en désordre, après le goûter. La même main fait le même geste et saisit la même tasse. Et j'imagine que l'activité cérébrale n'est pas la même. Pas du tout. Dans le premier cas, le cerveau interprète l'intention de boire. Dans le second, l'intention de ranger. C'est le contexte qui change toute la signification de l'action. Et cette capacité à deviner l'intention, c'est la voie royale vers l'empathie, non ? Si on peut comprendre l'intention derrière un geste, on peut aussi sentir l'émotion. Ce serait donc le même système qui nous permet de simuler l'état émotionnel de l'autre. C'est ça le mécanisme du fou rire contagieux, ou de la grimace qu'on fait quand quelqu'un se cogne. Oui, on ressent une version un peu allégée de l'émotion de l'autre. On est en plein dans ce qu'on appelle la cognition sociale. C'est la base de notre lien aux autres. C'est quasi impossible de rester de marbre quand quelqu'un éclate d'un rire sincère. Et le lien ne s'arrête pas là. Il y a aussi le langage. La présentation scientifique parle d'une preuve anatomique. L'aire F5 chez le singe, là où on a découvert les neurones miroirs, son équivalent direct chez l'humain, c'est l'aire 44, plus connu sous le nom d'aire de Broca. Et l'aire de Broca, c'est un des grands centres moteurs du langage. C'est incroyable comme tout s'emboîte. Ce lien anatomique, c'est la pièce maîtresse d'une théorie. Assez audacieuse, mais très solide. Et si le langage n'avait pas commencé avec la bouche, mais avec les mains ? L'idée, c'est que le système miroir, conçu au départ pour reconnaître les actions manuelles, attraper, utiliser un outil, aurait évolué pour intégrer les gestes de la bouche et du visage, et serait devenu un promoteur du langage. C'est pour ça qu'on parle avec nos mains. L'article sur le lien parole-geste l'explique très bien. Nos gestes, ils ne sont pas là que pour faire joli. Ils sont un vestige de cette origine. Ils aident notre propre cerveau à formuler nos pensées et ils aident l'autre à les comprendre. Le geste et la parole, c'est les deux faces de la même pièce. Cette idée que le cerveau peut simuler un geste, deviner une intention, ça a des conséquences incroyablement pratiques, n'est-ce pas ? Surtout quand les choses vont mal. Je pense notamment aux accidents vasculaires cérébraux. Oui, on entre là dans les applications cliniques et c'est un champ de recherche très très actif. Le contexte, comme le rappelle une de nos sources, une grande revue d'études, est assez lourd. L'AVC est une cause majeure de handicap. Jusqu'à 80% des survivants gardent des séquelles au niveau du bras ou de la main. C'est énorme. C'est énorme. Et l'idée géniale des thérapeutes a été de se dire « Ah, si le cerveau peut apprendre en regardant, peut-on utiliser cette capacité pour réapprendre un mouvement perdu ? Peut-on pirater le système miroir pour la rééducation ?» C'est ça. Et la revue systématique qu'on a consultée analyse 3 approches principales. La première, c'est la thérapie miroir. Celle-là, c'est presque un tour de magie. On place un miroir verticalement devant le patient, il cache son bras paralysé, mais il voit le reflet de son bras valide. Du coup, quand il bouge son bras qui fonctionne, il a l'illusion parfaite que ses 2 bras bougent symétriquement. Et cette illusion visuelle vient stimuler, réveiller les circuits moteurs du côté endommagé. C'est exactement l'idée. La deuxième approche, c'est l'imagerie motrice. On l'appelle aussi mental practice. Là, le patient ne bouge pas du tout. Il s'assoit, il ferme les yeux et il imagine le mouvement le plus précisément possible. Il imagine la sensation du muscle qui se contracte, de l'objet dans sa main. C'est d'une simulation purement mentale. Une simulation qui active les mêmes réseaux neuronaux que le mouvement réel, mais à un niveau plus faible.
C'est un entraînement cérébral sans le corps. Et la troisième, l'observation d'action est la plus directe. Le patient regarde des vidéos d'une autre personne qui réalise des tâches de la vie quotidienne. Se verser un verre d'eau, boutonner une chemise. L'idée, c'est que l'observation répétée de ces gestes fluides va préactiver son propre système miroir et en quelque sorte préparer le terrain neuronal pour qu'il puisse ensuite essayer de bouger. Bon, on a ces trois techniques. L'illusion du miroir, l'imagination et l'observation. La question qui brûle les lèvres, c'est « est-ce que ça marche vraiment ?» Alors, la méta-analyse, qui compile les résultats de dizaines d'études, est plutôt encourageante. Pour la thérapie miroir et l'observation d'action, on observe un effet significatif, qualifié de modéré, sur la récupération motrice, ce qui est déjà très bien. Et pour l'imagerie mentale? Pour l'imagerie motrice, l'effet est même considéré comme élevé. C'est donc très positif. Et ce qui est important aussi, c'est que la thérapie miroir, par exemple, a aussi un effet modéré sur l'indépendance du patient dans sa vie de tous les jours. Donc la conclusion de l'étude est claire, ce ne sont pas des gadgets, ce sont des approches pertinentes. D'accord, donc ça marche. Mais est-ce que c'est une science exacte? Est-ce qu'on a une recette qu'on peut appliquer à tout le monde? Et c'est là qu'est le principal défi. La grande limite que pointe la recherche, c'est le manque de standardisation. D'une étude à l'autre, tout change. La durée des séances, leur fréquence, le type de mouvement. On sait que ça marche, mais on ne sait pas encore quelle est la dose optimale. Il faut affiner les protocoles. Exactement. Le grand enjeu pour la recherche future, c'est d'établir des protocoles clairs, pour savoir à qui proposer ces thérapies, à quel moment, à quelle intensité, pour avoir le meilleur résultat possible. On est encore en phase de réglage fin. C'est fou de penser qu'on est parti d'un simple bâillement contagieux pour arriver à des thérapies qui aident des gens à retrouver l'usage de leurs mains. Si on devait résumer, quelle est la grande idée à retenir de tout ça? La grande idée, je crois, c'est que les neurones miroirs sont le pont neuronal entre soi et l'autre. C'est cette machinerie incroyable qui transforme ce qu'on voit en une ébauche d'action et ce qu'on observe en compréhension. Il nous montre à quel point dans notre cerveau, bouger, comprendre les autres et communiquer Sont trois facettes d'un même processus. Voilà, le contrôle moteur, la cognition sociale, le langage. Tout est profondément lié. Une dernière question pour la route. On a vu ce lien très fort entre les gestes et la parole, cette idée que le langage serait né de nos mains. Alors, je me demande, une personne qui a perdu l'usage de la parole après une lésion cérébrale, ce qu'on appelle une aphasie, si cette personne se mettait à utiliser consciemment, de manière presque exagérée, ses mains, ses gestes, pour accompagner ses efforts pour parler, est-ce qu'elle pourrait non seulement mieux se faire comprendre, mais aussi activement aider son propre cerveau à reconstruire les chemins neuronaux vers les mots perdus? En somme, est-ce que la main pourrait montrer le chemin à la parole?